Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons aux États-Unis. Mabel Page est née à Boston le 14 décembre 1862. Elle a passé ses premières années dans un environnement confortable et a bénéficié d'une enfance stable. Lorsqu'elle avait 20 ans, elle s'est fiancée, mais la relation s'est terminée avant que le mariage puisse avoir lieu. On pensait que l'opposition de la famille avait influencé cette décision. Son ancien fiancé a finalement quitté Boston et n'est jamais revenu pour reprendre contact avec elle. Après cela, Mabel ne s'est jamais mariée et, en 1904, elle avait 41 ans et vivait avec son père et son frère à Weston, un petit village juste à l'ouest de Boston, dans une propriété que son père, Monsieur Edward Page, possédait depuis 1884. Au tournant du XXe siècle, Boston était l'une des villes les plus anciennes et influentes d'Amérique. Ses rues étaient abondées de véhicules tirés par des chevaux et de tramways électriques, tandis qu'une population croissante affluait, attirée par l'industrie et le commerce. La ville combinait les anciennes traditions de la Nouvelle-Angleterre avec une modernisation rapide, son front de mer animé par le trafic maritime et ses usines employant des milliers d'ouvriers. Des quartiers élégants côtoyaient des districts d'immigrants densément peuplés, créant une ville marquée à la fois par la richesse et le changement social. Juste au-delà de la ville elle-même se trouvaient des villages comme Weston, qui étaient plus calmes et plus ruraux, où les familles aisées cherchaient souvent à s'éloigner de la congestion et du bruit de la vie urbaine. Les Page avaient autrefois mené un style de vie très aisé. Edward Page avait fait fortune dans l'acier et le fer, vivait sur Commonwealth Avenue à Boston et gardait sa propriété de Weston comme maison de campagne. Cependant, une série de placements infructueux dans les chemins de fer du Sud avait érodé sa fortune. Au début du XXe siècle, la fortune de la famille avait été transformée. Monsieur Page était à la retraite et le foyer dépendait en grande partie des revenus de ses enfants, Harold et Mabel. Le fardeau pesait particulièrement sur Mabel. Sa mère avait été en mauvaise santé pendant plusieurs années avant son décès en 1902 et la responsabilité de gérer le foyer lui était naturellement revenue. C'était un rôle qu'elle acceptait sans se plaindre. C'était une femme qui lisait beaucoup, aimait la couture et la broderie et se consacrait presque entièrement à prendre soin de son père et à soutenir son jeune frère. Jeudi 31 mars 1904 commença comme n'importe quel autre jour. Monsieur Harold Page, le frère de Mabel, partit tôt prendre le train pour Boston, où il travaillait pour la Boston and Albany Railroad. Peu après 10 heures, Monsieur Edward Page partit pour la ville voisine d'Auburndale. Vers 10h30, la domestique de la famille, mademoiselle Amy Roberts, se prépara également à partir, ayant l'intention de passer le reste de la journée à rendre visite à des amis dans la ville de Cambridge. Avant de partir, mademoiselle Roberts demanda à Mabel si elle pouvait lui donner de l'argent. Mabel s'exécuta et lui donna 25 cents, et alors que la domestique la remerciait, elle remarqua qu'il restait encore un billet dans le porte-monnaie. La domestique était partie à 10h30, laissant Mabel Page seule dans la maison. Bien que Weston ne soit qu'à une courte distance de Boston, la ville conservait en grande partie son caractère rural. La résidence des Page était en retrait de la route, entourée de pins, et ils n'avaient pas de voisins immédiats. Un visiteur pouvait s'approcher de la porte sans être remarqué. Et si quelqu'un criait à l'aide à l'intérieur, il était peu probable que ses appels soient entendus hors de la propriété. Vers 11h, Henri Ménard arriva avec la livraison hebdomadaire de linge. Mabel ouvrit la porte, accepta le paquet, paya la somme due, et après une brève discussion, M. Ménard poursuivit sa tournée. Vers 2h de l'après-midi, M. Edward Page revint d'Auburndale, mais ne put entrer car la porte était verrouillée. Il pensait trouver sa fille chez lui. Alors il passa par l'entrée latérale, et heureusement, la porte était ouverte. Il entra dans la maison et appela Mabel, mais ne reçut aucune réponse. En entrant dans le salon, il aperçut un mot posé sur la table à écrire et devint très inquiet. Le mot disait « Je viens d'apprendre qu'Harold a été blessé et qu'il est à Massachusetts General Hospital. Je suis parti à midi. Je laisserai la clé de la porte latérale avant avec celle de l'escalier de la grange et j'appellerai Madame Bennet. » Le message était énigmatique. Et il se demanda pourquoi la porte arrière n'avait pas été verrouillée si Mabel était partie à Boston. Il chercha alors aux endroits mentionnés dans les notes, mais la clé restait introuvable. De plus en plus anxieux, M. Page monta les escaliers. Lorsqu'il atteignit le palier devant la chambre de sa fille, il jeta un coup d'œil à travers l'embrasure de la porte. Avec horreur, il vit Mabel allongée, immobile, sur le sol, et elle était habillée comme si elle s'apprêtait à sortir. Son chapeau était encore sur sa tête. Pendant quelques instants, il resta simplement à regarder,
incapable de comprendre la terrible scène qui s'offrait à lui. Il sortit précipitamment et demanda à un passant d'aller prévenir Madame Bennet, l'une des rares voisines disposant d'un téléphone. De là, des appels téléphoniques furent passés au docteur Horace B. Frost, ainsi qu'au poste de police local. L'agent McAuliffe arriva bientôt et M. Page le mena voir le corps de Mabel dans sa chambre. L'agent remarqua que la femme décédée était allongée entre la table et le lit, et bien qu'elle soit habillée, sa jupe manquait. Il vit qu'elle portait des chaussures de marche, un chapeau et un manteau, puis remarqua une longue blessure irrégulière sur son cou. Le docteur Frost fut le suivant à arriver, et en présence de l'agent, il examina le corps. Il fit alors venir le médecin légiste du district, le docteur Julian Mead. Le docteur Mead n'a pas mis longtemps à arriver, et lorsqu'il a vu le corps, il s'est concentré sur les blessures à la gorge. Il n'a pas déshabillé la défunte ni effectué d'examen détaillé, et il en est vite arrivé à la conclusion que Mabel Page s'était donné la mort. Malgré cela, le docteur Mead a demandé que le croque-mort attende son retour le lendemain pour commencer l'embaumement, afin qu'il puisse faire une inspection plus approfondie. Satisfait que rien d'autre ne nécessitait son attention immédiate, il est parti. Dans la soirée, le croque-mort local, M. John Bruce, a commencé à préparer le corps de Mabel pour l'enterrement. En retirant ses vêtements, il fit une découverte horrifiante. Les blessures à sa gorge n'étaient qu'une partie de l'histoire. Sous ses vêtements, il y avait des coups de couteau à la poitrine, à l'abdomen et dans le dos. L'une d'elles avait transpercé son cœur. Il était clair pour lui que Mabel Page avait été assassinée. Prenant conscience de la gravité de sa découverte, M. Bruce a aussitôt cessé son travail et prévenu les autorités. Lorsque la vraie nature du crime est apparue, plus de 24 heures avaient déjà été perdues. Au lieu de préserver la maison comme scène d'une enquête pour meurtre dès le début, un temps précieux s'était écoulé, car les médecins pensaient avoir affaire à une femme qui s'était donné la mort. L'enquête a alors été confiée à la police de district du Massachusetts. Les détectives sont arrivés à Weston et ont examiné la maison, révélant au fil de l'enquête des découvertes curieuses. Près du corps de Mabel se trouvait un petit bout de papier, arraché du même bloc-notes sur lequel elle avait écrit les notes pour l'hôpital. On y avait griffonné une simple adresse au crayon, J.L. Morton, Charlestown, Massachusetts. La découverte du second billet approfondit le mystère. Les détectives tentèrent immédiatement d'identifier le mystérieux J.L. Morton de Charlestown, mais toutes les recherches aboutirent à un échec. Aucun individu de ce nom n'était lié à cette adresse, et ni Edward ni Harold Page n'avaient entendu Mabel parler d'un certain Monsieur Morton. Cela semblait être un indice étrange à laisser près du corps d'une victime. Pourtant, personne ne pouvait en expliquer la raison. Les enquêteurs tentèrent de reconstituer la dernière heure de Mabel. Les preuves médicales indiquaient qu'elle avait seulement mangé un léger déjeuner peu avant sa mort. La formulation du mot laissé à son père convainquit les enquêteurs qu'elle l'avait écrit juste avant d'aller se changer. En se préparant à quitter la maison pour ce qu'elle pensait être un voyage précipité vers le Massachusetts General Hospital, elle se tenait dans le salon en écrivant le message. Elle aurait pu voir l'horloge du couloir à seulement quelques pas et les détectives furent convaincus qu'elle savait exactement quelle heure il était lorsqu'elle a écrit « Parti à midi ». Combiné avec la déclaration du livreur de blanchisserie Henri Ménard, les preuves ont réduit la période du meurtre à une fenêtre relativement étroite autour de midi. La police d'État a vite exclu la famille Page, car des témoins ont confirmé qu'Edward Page était à Auburndale avant de revenir après 2 heures, des collègues ont attesté qu'Harold était resté à Boston toute la journée et mademoiselle Amy Roberts a prouvé sa présence à Cambridge. La police était sûre qu'aucun n'aurait pu rentrer et commettre un meurtre. La police était désormais sûre que Mabel Page avait été tuée par un intrus inconnu. Après avoir interrogé plusieurs jeunes hommes, l'attention commença à se porter sur un jeune veuf sans emploi nommé Charles Louis Tucker. Lorsqu'il a été interrogé, M. Tucker a déclaré qu'il avait passé la journée près du pont de Weston, à environ un demi-mile de la résidence Page. Il déclara avoir vu des ouvriers et des charpentiers à proximité et affirma n'être jamais allé chez les Page. Il a admis avoir possédé autrefois un couteau de chasse, mais a nié en posséder encore un. Incapable de contredire ses déclarations, les enquêteurs l'ont relâché. Le lendemain matin, cependant, les journaux ont publié la photographie de M. Tucker comme suspect potentiel, et cette publication a permis une avancée inattendue. Dans la ville voisine de Quincy, un marchand de poissons nommé Arthur G. Woodward a reconnu la photo du jeune homme et a informé les détectives que M. Tucker avait voyagé avec lui sur ses charrettes à poissons le jour du meurtre.
Plus important encore, après que M. Tucker soit descendu des charrettes, M. Woodward a découvert un étui en cuir vide pour couteau de chasse, exactement à l'endroit où le passager s'était assis. En examinant l'étui, les détectives ont remarqué des marques de morsure distinctes à une extrémité, comme si quelqu'un l'avait serré entre ses dents. Les empreintes étaient assez nettes pour garder la forme des dents. Les agents ont vérifié les précédentes déclarations de M. Tucker sur la présence d'ouvriers près de la propriété Page. Ils ont découvert que les ouvriers et charpentiers qu'affirmaient avoir vu M. Tucker avaient quitté la zone à midi après avoir fini leur travail. Cela signifiait que l'affirmation de M. Tucker selon laquelle il les avait vus dans l'après-midi ne pouvait pas être vraie. Conduits au poste pour un nouvel interrogatoire, les agents ont aussi fouillé son domicile. Dans la doublure de l'un de ses manteaux, ils ont découvert des fragments d'un couteau de chasse brisé. Manifestement, quelqu'un avait essayé de le détruire, en cassant la lame en morceaux, et avait également essayé de limer le nom du fabricant. Lors de la fouille, les agents ont également retrouvé une épingle à cravate décorative arborant un emblème canadien. Interrogé de nouveau, M. Tucker n'a donné aucune explication réelle et n'a offert que des réponses vagues. L'enquête s'est de plus en plus appuyée sur des examens scientifiques, une approche encore relativement rare dans les affaires de meurtre du début du XXe siècle. Les experts ont comparé la lame brisée aux blessures de Mabel Page et conclu qu'il s'agissait de fragments d'un couteau de chasse à un seul tranchant, correspondant à l'arme du crime. Lorsque les morceaux ont été assemblés, ils ont formé le type de lame capable de provoquer les blessures mortelles. L'attention s'est aussi portée sur l'étui en cuir trouvé par Arthur Woodward. Des spécialistes dentaires ont comparé les marques de morsure sur le cuir avec des moulages des dents de M. Tucker. Ils ont déterminé que les empreintes correspondaient à la dentition de M. Tucker, ce que les procureurs voyaient comme un autre lien solide avec l'arme. D'autres analyses médico-légales ont appuyé la thèse de l'accusation. L'examen microscopique de fibres prélevées sur les vêtements de Mabel a révélé des traces de tapis provenant d'autres pièces de la maison de M. Page, pas seulement de la chambre. Les enquêteurs estiment que l'agression n'a pas eu lieu exactement là où le corps a été retrouvé. Au lieu de cela, ils pensent maintenant que Mabel a été agressée ailleurs avant d'être transportée dans la chambre, où le meurtrier a tenté de mettre en scène la situation pour faire croire qu'elle s'était donné la mort. Le mystérieux papier au nom de J.L. Morton a aussi pris une nouvelle importance. Des experts en écriture manuscrite l'ont comparé à des lettres de M. Tucker et ont conclu qu'il en était l'auteur. Sur la base des preuves qui s'accumulaient, Charles Louis Tucker a été officiellement inculpé du meurtre de Mabel Page. L'affaire a suscité un intérêt public extraordinaire. Les journaux ont rapporté que la femme de M. Tucker s'était noyée quelques années avant le meurtre de Mabel Page, ce qui l'avait laissé veuf. Certains articles parlaient d'une tragédie familiale, d'autres s'interrogeaient sur les causes de sa mort, bien qu'aucune preuve n'impliquait M. Tucker ou ne suggérait autre chose qu'un accident. La presse et le public suivaient chaque développement. Le meurtre d'une femme discrète d'âge moyen, chez elle, avait choqué toute la Nouvelle-Angleterre. L'association de preuves circonstancielles et de sciences médico-légales nouvelles donnait à chaque découverte une large couverture médiatique. À l'ouverture du procès à East Cambridge, la salle d'audience était pleine chaque jour. Le procureur général Herbert Parker menait l'accusation, tandis que James Varhey dirigeait la défense de M. Tucker. Les deux parties avaient passé des mois à préparer des témoins experts en médecine, écriture manuscrite, dentisterie et expertise médico-légale, faisant de ce procès l'un des plus complexes scientifiquement de l'histoire du Massachusetts. L'accusation a affirmé que M. Tucker avait monté une supercherie liée à l'hôpital pour entrer chez les Page. Ensuite, Mabel, croyant que son frère avait été blessé, a écrit un mot à son père, et peu après, M. Tucker l'a assassiné avec un couteau de chasse, a volé l'argent qu'elle portait et a tenté de maquiller le crime en laissant la fausse note signée J.L. Morton près du corps. Ils ont affirmé que M. Tucker connaissait la maison, ayant déjà eu des liens avec Harold, le frère de Mabel Page. Les jurés ont vu la lame de couteau reconstituée, l'étui en cuir, des photographies des blessures, des comparaisons d'écriture et l'épingle à cravate canadienne qui avait été retrouvée lors de l'enquête. La défense a contesté chaque preuve séparément. M. Tucker a nié être jamais entré dans la maison des Page et a insisté sur le fait que les fragments de couteau, l'étui et les expertises en écriture avaient tous été mal compris ou mal interprétés. Des témoins ont tenté de contester la propriété de l'épingle, tandis que des experts appelés par la défense ont remis en question certaines des conclusions scientifiques de l'accusation. Néanmoins, l'accusation a soutenu que chaque circonstance pointait dans la même direction,
que M. Tucker s'était trouvé près de la scène, que ses récits de ses déplacements ce jour-là avaient été contredits, que les fragments de couteau correspondaient à l'arme du crime et que l'étui portait des empreintes compatibles avec ses dents. Il y avait aussi les mystérieuses notes de J.L. Morton, qui semblaient avoir été écrites par lui. Après des semaines de témoignages, le jury s'est retiré pour délibérer. 8 heures plus tard, ils sont revenus pour déclarer Charles Louis Tucker coupable de meurtre au premier degré. Cependant, la condamnation de Charles Tucker n'a pas immédiatement clos l'affaire. Ses avocats ont fait appel du verdict et ont demandé un nouveau procès, arguant que les preuves principalement circonstancielles et les soi-disant témoignages d'experts de l'accusation étaient insuffisants pour justifier une condamnation pour meurtre. Les appels ont finalement échoué et une dernière demande de clémence a été présentée au gouverneur du Massachusetts. Malgré le vif intérêt du public et des milliers de signatures demandant la commutation de sa peine de mort, le gouverneur a refusé d'intervenir. Le matin du 12 juin 1906, Charles Louis Tucker a été exécuté sur la chaise électrique à la prison d'État de Charleston, affirmant son innocence jusqu'à la fin et insistant sur le fait qu'il n'avait joué aucun rôle dans le meurtre de Mabel Page. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.